Donc, la surveillance, c'est le titre. La police n'est jamais loin de la littérature. C'est le sous-titre de ma présentation. Jamais loin, quelque part dans un angle mort. Quand je pense à la police, ça vient toujours avec une forte odeur d'essence. Ça a à voir avec l'image de l'autopatrouille immobile en marche sur le bord de l'autoroute, toujours prête à intercepter le délit. Je parcours la 40 de Donnacona, Québec, Donnacona, Montréal, depuis que je sais conduire. Si ce n'est pas un policier qui est occupé à pointer du radar, c'en est un qui procède à une arrestation. C'est prévisible, j'en croise à tous les coups. Et pourtant, la police apparaît chaque fois comme une surprise. Je passe devant, je file, le corps crispé. Le policier lève la tête, notre regard se croise. Depuis que je conduis, la police garde un œil sur moi. Par la littérature en contrepartie, je garde un œil sur elle. Zizek ouvre son livre « Violence » sur une fable évocatrice, un ouvrier soupçonné de vol. Chaque soir, quand l'homme quitte l'usine où il travaille, les gardiens de la place inspectent minutieusement la brouette qu'il pousse devant lui. Mais ils ne découvrent jamais rien parce que la brouette est toujours vide. Jusqu'au jour où on comprend enfin la ruse, ce sont les brouettes que vole l'ouvrier depuis tout ce temps. Pour moi, d'abord, cette fable illustre mon rapport à la police. Elle s'impose, je me méfie d'elle. Si elle cherche à me voir, je montrerai par un moyen détourné que son œil est aveugle. Que là où je peux la déjouer, elle n'a aucun pouvoir sur moi. Je joue au chat et à la souris. C'est, pour reprendre l'expression de Foucault, mon attitude critique. D'ailleurs, il n'y a pas pour Foucault de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. Savoir et pouvoir sont constamment en tension, et donc adopter une attitude critique, là où pour moi la littérature a un rôle à jouer dans ces relations, correspond à cet art de n'être pas tellement gouverné dont parle Foucault dans « Qu'est-ce que la critique ?» C'est-à-dire le geste de ne pas accepter comme vrai ce qu'une autorité vous dit être vrai, ou du moins ne pas l'accepter parce qu'une autorité vous dit que c'est vrai. Ensuite, pour revenir à la brouette, cette fable pose de sérieuses questions sur le soupçon préjudiciable dont relève l'insistance des gardiens à inspecter l'ouvrier. À force d'être suspecté, même s'il est irréprochable, cet ouvrier va bien finir par se rendre coupable de quelque chose, qu'elle soit la chose la plus banale. Le regard est posé sur lui, une image de lui se construit dans le regard de l'autre, elle lui porte préjudice, elle lui fait porter la faute, ou encore la responsabilité de sa propre culpabilisation. Au fond, l'équation est simple et insensée. Coupable car surveillé. La surveillance présuppose la violence ou le crime. D'ailleurs, elle la précède. Plusieurs sociologues se demandent si elle y prédispose. Un État policier dont le prétexte est la sécurité et l'ordre encouragerait donc des formes diverses de violence. « Tu sais c'est quoi l'État policier ?» écrivait Pierre Foglia dans une chronique d'il y a 28 ans. « Non, c'est pas quand la police est au pouvoir, ça c'est la dictature. L'État policier, c'est quand une majorité de citoyens se réveille le matin avec une âme de flic. » J'insiste ici sur le déplacement de la police à l'âme de flic, plus répandue, voire systémique, c'est-à-dire aussi forcément moins visible, dans l'angle mort. L'âme de flic ne porte pas d'habit, de badge, ne déclenche pas sa sirène, n'est pas garée sur le bord de la route. Elle est invisible, volatile, comme l'essence. On la sent, on sait que c'est toxique, mais on ne la voit pas, pourtant on la subit. Donc le projet pour lequel je souhaite poser les bases aujourd'hui, comme Judith l'a dit, a pour titre « La condition policière, exercice de pouvoir et mode de surveillance en littérature narrative ». J'en suis encore au stade des intuitions et des hypothèses, donc je vais apprécier le dialogue que ma proposition pourra susciter après la conférence. Là où je ne me considère pas experte du tout de la question policière, je suis pourtant particulièrement sensible. J'espère en tout cas, première chose qui m'importe, qu'on comprendra en sous-texte que quand je parle de police en m'intéressant à la littérature ou en parlant depuis la littérature, je ne parle déjà plus de la police. Je parle de moins en moins de la police qui est un appareil, l'appareil policier,
Et je ne parle pas exactement non plus d'une culture au sens où on entretiendrait, c'est le cas en société, une certaine conduite de la police, l'exercice d'un contrôle pour mieux régner. Je parle d'une condition, la condition policière. Parce que je veux mettre l'accent sur un état des choses, sur la tension entre pouvoir et savoir, et ceci dans la littérature. Parce que la littérature n'est pas exemptée ni éloignée de la violence et de la domination. J'aime à penser qu'elle est précisément le geste paradoxal du vol de brouette, indiscipliné et nécessaire. Reste que la violence symbolique est incarnée dans le langage et ses formes, inhérentes au langage lui-même et à l'univers de sens qu'il propose, exprime Zizek, puis Foucault soutient la même idée. Tout autant de techniques narratives de détournement, de jeux de chat et de souris, participant d'une attitude critique, permettent alors de mettre en saillie cette inhérence, d'éclairer cet état de choses, cette condition, en la problématisant, dans un désir, j'aime croire, d'opposer au pouvoir le savoir, soit l'autre pouvoir. En somme, si la littérature narrative peut s'offrir comme espace critique de résistance et de contestation, elle n'a pas moins à composer avec des formes d'autorité et de hiérarchie de la parole, voire avec des régimes de surveillance, ne serait-ce qu'à travers son dispositif de point de vue, spéculator. Dans son essai titré Iceberg, Tanguy Viel effleure, à titre d'écrivain et de lecteur qui témoigne de sa démarche, la notion de spéculation, en la reliant au point de vue. Le mot de spéculation aurait recouvert en latin les notions d'espionnage et de surveillance. On invitait volontiers un spéculator sur une tour d'observation d'où il pouvait mesurer la campagne et les forces en présence, écrit Viel. L'image renvoie vite au panoptique de Bentham, dispositif carcéral par lequel on a une vue totale sur les prisonniers qui permet d'espionner sans être vu. Panoptisme repensé dans une logique politique par Foucault, en tant que pouvoir serti du principe de transparence générale. Chacun doit être vu par tous, chacun doit être sous la surveillance d'autrui. À un point tel que le dispositif en soi est plus fort que le gardien qui espionne. On n'a pas besoin d'être regardé pour vrai, pour se sentir vu, pour se soumettre à l'autorité invisible. Bref, ce que Tanguy Viel veut dire du haut de la tour, c'est que s'il y avait encore un mât ou montée de quelques mètres, il y grimperait volontiers, parce qu'en réalité, ce qu'il cherche avec la littérature, ce n'est pas seulement un point de vue, mais pour le dire avec ironie, le point de vue lui-même, mais vu de plus haut. En somme, j'en comprends qu'il cherche la même chose que moi, un point de vue qui permet de voir sans être vu, donc de penser, ce qui surveille sans être surveillé, qui permet de voir ce qui surveille et ce qu'on surveille, et tout ce qu'on ne surveille pas, tandis que l'on fait croire que l'on surveille. Je reviens à la condition policière. Au sein de l'imaginaire social, dans une certaine conception, j'ai envie de dire optimiste, la police est celle qu'on réclame en situation de danger, celle qui veille sur nous, qui, par ailleurs, sous le mode de l'enquête, élucide les affaires criminelles. Dans une conception parallèle plus pessimiste, c'est celle qui, souvent, ne résout rien, passe à côté de la véritable solution, pour reprendre ici les mots lancés par l'inspecteur chargé de l'enquête sur le meurtre de Mélanie Cabé en 1994. Au fond, si on suspecte la fugue, le suicide et l'accident de la jeune femme disparue, c'est pour ouvrir les hypothèses, regarder partout en même temps. Ne pas passer à côté de la solution. Or, le récit que François Blais consacre à Mélanie Cabé en 2018 montre qu'on passe trop souvent à côté. Enlever, violer, assassiner, ce n'est pas une fugue ou un accident. Évidemment, cette enquête, comme d'autres, n'a toujours pas connu de résolution. La police, c'est celle qui, souvent, ne résout rien, donc, ne regarde pas au bon endroit. Pourtant, elle nous rend suspects, elle est cette autre qui nous surveille, qui nous dicte ses lois, qui domine nos agirs. Dans le film All Light Everywhere, on documente l'apport de la compagnie Axon International au travail des policiers aux États-Unis.
La compagnie produit des body cameras qui capturent la vérité sur les scènes des interventions policières. Connected cameras that tell the full story, est-il écrit sur leur site internet. Le représentant d'Axon nous apprend que la body camera, installée sur la poitrine, ici, capte les scènes selon les angles de vue du policier et elle a les attributs du policier. C'est comme un œil. L'œil du policier. God's eye. On ne veut pas qu'elle soit capable de voir dans le noir, par exemple, parce que le policier ne peut pas voir dans le noir. Elle est placée devant le torse parce qu'elle ne doit pas capter ce que le policier ne voit pas. Elle ne pourrait pas être dans le dos, par exemple. Quand on amène une affaire en cours, dit le représentant d'Axon, la clé, c'est la perspective. Donc, on ne veut pas donner à la caméra une perspective que ne peut pas avoir le policier. Le caméraman documentariste demande. Donc, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Le représentant d'Axon répond « Non, il y a des choses que le policier ne peut pas voir et donc nous ne voulons pas donner à la caméra le pouvoir de les voir. Nous voulons savoir ce que le policier a vu. » La caméra corporelle et le policier qui la porte font tous les deux partie du processus de captation. La plupart du temps, lors des interventions, le corps du policier prend part à l'action dans la scène. La caméra bouge, or on voit rarement qui la fait bouger. Lorsque le policier parle de ce qui se passe autour de lui et raconte l'image comme une voix en surplomb, une narration. Les protocoles certifiant ces images permettent qu'elles soient admises au tribunal comme preuve. La caméra est censée être un témoin neutre, libéré des imperfections de la mémoire humaine. Mais un angle mort est exploité. Le cadre de la body camera efface l'officier de sa vue. Une vue est placée dans le corps de l'officier, observant ce qui arrive et lui arrive, et non ce qu'il a fait, les signaux qu'il lance, ni où il regarde exactement, lorsque sa caméra capte droit devant. Les tribunaux voient cette image en tant que témoin objectif, mais la caméra est conçue pour limiter ce qui peut être vu par ce témoin. Ne pas oublier, there's always a body behind the body camera. Je consacre la plupart de mes recherches à la littérature narrative, notamment en raison de l'importance du point de vue, très près, selon moi, du regard policier. Je prends une seconde pour distinguer le point de vue de la focalisation, et notamment avec l'exemple de la tour de Tanguy Viel, parce qu'on peut avoir tendance, en allant vite, à les fondre l'un dans l'autre, tout dépendant de quel théoricien nous a enseigné ces deux notions. Je dis du point de vue qu'il désigne là d'où on regarde, là d'où on pense, là d'où on parle. Il est situé, contextualisé, peut-être même déterminé. Disons pour imager que le policier a un point de vue du haut de la tour et que l'écrivain, le critique, a un point de vue d'un mât situé encore plus haut que le haut de la tour. De quel lieu on parle, mais de quel droit aussi? Depuis quelle situation, depuis quelle identité, depuis quel savoir, depuis quelle autorité, depuis quelle compétence? Quelles sont nos motivations à parler? Selon quel ordre on s'exprime? Et surtout, quels sont les privilèges de ce point de vue? Si on se rapproche de la narratologie, le point de vue omniscient est précisément celui de tous les privilèges et de toutes les compétences. Et c'est précisément pour ces raisons qu'il vaut peut-être mieux s'en méfier. Quant à la focalisation, elle désignerait plutôt ce que l'on fait de ce point de vue, ce qu'on regarde, comment on choisit de traiter la distance entre notre œil et les choses, et des choses en particulier. En ce sens, regarder au plus près quelque chose, cela implique toute une zone d'observation potentiellement visible de ce point de vue, mais qui n'est pas couverte en raison de la focalisation. Je m'intéresse beaucoup à ce qu'on ne montre pas quand on s'obstine à regarder au mauvais endroit. Personne n'écrit de nulle part. Une enquête est déterminée par la position de l'enquêteur dans la société, par la perspective depuis laquelle il regarde et s'exprime. Ce sont les mots de Mathieu Rigouste, sociologue et essayiste, dans l'ouvrage « La domination policière ».
Lorsqu'il se présente comme neutre ou extérieur au monde qu'il étudie, l'enquêteur masque cette situation, c'est-à-dire sa position dans la société, sa perspective. Il masque, en se montrant neutre et extérieur, les privilèges qu'il retire de l'ordre existant, les connivences qu'il peut entretenir avec lui et l'intérêt qu'il peut avoir à ne pas le changer. Il faut savoir d'où parlent les enquêteurs et ce qui motive leurs recherches, continue Rigouste. L'activité littéraire répondrait à un principe semblable. Personne n'écrit de nulle part. D'ailleurs, d'où parle François Blais en 2018 quand il s'autorise à mener des investigations sur l'affaire Mélanie Cabé, survenue à Montréal 24 ans plus tôt, quand la victime et lui-même avaient tous deux 19 ans. Comment se fait-il qu'un épais avec une connexion Internet, ce sont ces mots, celles et ceux qui le lisent reconnaissent peut-être le ton, se mêle d'enquêter depuis la littérature sur une affaire criminelle non résolue, se mêle d'un drame personnel qui, en apparence du moins, ne le concerne pas. D'où parle Emmanuel Carrère, écrivain et père de famille, quand il établit, pour l'écriture de l'adversaire, une complicité littéraire avec Jean-Claude Roman, menteur et meurtrier notoire qui a assassiné toute sa famille. D'où parle Maggie Nelson quand, avec The Red Parts, elle participe à la relance de l'enquête sur l'assassinat de sa tante qu'elle n'a jamais eu le temps de connaître, affaire classée sans suite depuis plus de 35 ans. D'où parle Marguerite Duras enfin quand elle accuse, en la défendant, la mère du petit Grégory Villemin d'infanticide, dans Sublime forcément sublime Christine V, publié dans Libération moins d'1 an après le meurtre. D'où elle parle quand elle dit qu'il se peut que les femmes n'aiment pas leurs enfants, ni leur maison, qu'elles ne soient pas les femmes d'intérieur qu'on s'attendait qu'elles soient. Qu'elles ne soient pas non plus les femmes de leur mari. Qu'il faut les laisser tranquilles avec leurs histoires, ne pas les insulter. J'entends ne pas faire la police morale. Car il existe une police sexuelle dont la femme est objet, appelée qu'elle est à se conformer aux normes, aux rôles, aux attentes qui déterminent son sexe, écrit Martine Delvaux. Aussitôt qu'un de ces rôles se trouve transgressé, la police sexuelle la remet dans le droit chemin. C'est cette domination qui est à l'œuvre en catimini dans le roman Viviane Élisabeth Fauville de Julia Deck. Et c'est cette domination que renverse le personnage féminin dans C'est moi de Marion Guillot. Toutes deux par une problématisation de l'autorité narrative que je vais vouloir observer avec vous. Aussi, même en littérature, il faut savoir d'où parlent les enquêteurs et ce qui motive leurs recherches. J'aurais pu sous-titrer ma présentation un peu différemment. La littérature n'est jamais loin de la police. Le principe de la police, au fond, il est réversible, même sur un plan verbal. Surveiller, veiller sur. Donc, si vous me voyez osciller entre deux types de corpus, l'un qui est formé d'intrigues fictionnelles, l'autre s'inscrivant plutôt dans la logique de l'enquête littéraire documentaire, jongler avec deux approches de la littérature narrative, c'est que vous me voyez porter ces deux gestes à l'étude, donc surveiller, veiller sur, tenter de comprendre deux facettes d'un même problème, celui de l'autorité. Autorité narrative, autorité octoriale, autorité judiciaire, policière, politique. Comment l'autorité se manifeste-t-elle dans les textes? Qu'autorise-t-on dans l'écriture? Qui autorise? Quelle autorité domine? Quel conflit des autorités se met en branle? Quand l'autorité se transforme-t-elle en contrôle? La police, c'est-à-dire l'imaginaire policier, je la dessine par ces deux gestes, surveiller, veiller sur, qui composent à la fois mes méthodes de lecture, mes modes de création et les mouvements critiques au sein de mes corpus d'études. La police n'est pas une figure, le policier ou l'enquêteur par exemple, mais un phénomène représentant la loi, l'ordre, la sécurité, le contrôle, la vérité. Que la littérature prend-elle de la police? Comment elle s'imprègne de cet imaginaire, emprunte ses pratiques, comment elle est aussi façonnée par ses relations de pouvoir. Ainsi, même s'il y a par la force des choses presque toujours des personnages policiers dans les œuvres que j'étudie, ce n'est pas le personnage policier que j'observe, ni le roman policier ou ses codes. C'est l'incarnation d'un phénomène policier, de ce qui nous gouverne.
La police de la pensée dans 1984, et quant à la théorie, les gendarmes de la pensée intellectuelle, lesquels Barthes dit qu'on devrait congédier, dont le discours a tant marqué la théorie qu'il y a instauré des lois, des systèmes de pensée hégémoniques desquels on est plus ou moins capable de s'extraire. C'est une condition de domination participant d'un imaginaire moral, c'est, en somme, dans la littérature narrative, moins une police qu'un effet police. Il y a une police qui règne dans les textes, qui implante une hiérarchie du savoir, exerce un pouvoir, dicte ses lois. Or, du haut du grand mât, on décèle la forme d'une attitude critique dans ces manifestations qui sont à la fois la représentation d'un état de choses et une méthode de résistance ou de contestation. En ce sens, on n'a pas besoin de représenter la police pour qu'une police se manifeste, se perçoive au creux de la narration. Renversons les sens. Quand je sens une forte odeur d'essence, il y a police. Et donc, la police n'a plus besoin de la police là où se répand une âme de flic. Et tout système qui se hiérarchise et s'impose est susceptible de se transformer en police. À partir d'ici, ma présentation va se déplier en 2 temps. Surveiller d'abord, veiller sur ensuite pour conclure dans l'optimisme le plus possible. La police n'est jamais loin de la littérature quand l'une et l'autre se ziotent. Je dirais avec les mots de Mathieu Rigouste que ce qui se passe, quoi qu'il en soit, c'est l'instauration d'un rapport de force par le regard et que la question du point de vue est déterminante. Surveiller. Alors, je vais présenter comment se construit le roman Viviane Elisabeth Fauville et je m'excuse auprès de celles et ceux qui m'ont 1000 fois entendu parler de ce roman. Je promets que c'est la dernière fois, mais je ne pouvais pas en faire abstraction, considérant que c'est cette fiction de Julia Deck, publiée chez Minuit en 2012, qui a été l'élément déclencheur de ma réflexion, puisque sa configuration narrative produit un insidieux effet police. Dans ce roman, une femme tue et ne tue pas son psychanalyste. On est précisément au centre d'une indécidabilité qui appelle à lire en mode conflictuel, pour reprendre le titre d'un article que j'ai moi-même signé dans Capture en 2018. Je trouve ça toujours étrange de faire ça. Dans lequel j'invitais la lectrice, le lecteur, en l'absence de réponse aux trous laissés par le texte, à rester au carrefour des lectures conflictuelles, là où son regard, plutôt que de se figer sur une interprétation, est forcé d'embrasser toutes les possibilités. On voudrait croire, écrivait Fitzgerald, que la marque d'une intelligence de premier ordre, c'est la capacité d'avoir 2 idées opposées présentes à l'esprit en même temps et de ne pas cesser de fonctionner pour autant. J'oserais dire que cette capacité, c'est un peu celle que nous offre la narration du roman de Julia Deck, en affirmant une chose et son contraire, et en mettant en place le concours d'une domination masculine sur la femme, qui ne permet absolument pas de trancher sur ce qui serait mieux pour elle, avoir ou n'avoir pas tué son psychanalyste. Mais dans l'écart entre les 2 versions, on est forcé de garder à l'esprit cette tension morale. À 42 ans, Viviane Elisabeth Fauville est une femme désabusée, prise dans le quotidien monotone de son congé de maternité. En plus, elle vient de tout perdre, son mari qui vient de la quitter pour une autre, et se faisant un appartement de luxe, son titre prestigieux au travail donné à sa remplaçante pendant le congé de maternité, qui rapidement la surpasse. Elle est fauchée. Elle n'a que son enfant dont on parle sans grande émotion. Je cite, « Il y a cet enfant sur les bras dont on se demande comment elle est arrivée chez nous. Parfois, elle nous regarde comme si elle nous connaissait depuis toujours et nous pensons qu'elle nous prend pour une autre. » Dans cet extrait, déjà, la narration rend impersonnelle et insolite la présence de l'enfant. Plus manifestement, elle fait de Viviane un personnage marionnette dont les actions ne dépendent pas de sa volonté ni de ses moyens. Elle subit les événements, l'enfant est arrivé chez nous, bien plus qu'elle n'agit, jusqu'au jour où elle se rend chez son psychanalyste. Et qu'il la traite encore une fois comme si, s'adressant à elle, il avait l'air de se raconter une bonne blague. Il l'appelle Madame Herman. Écoutez, Madame Herman. C'est le nom de son ex-mari. Elle arrive de chez lui, justement, où elle s'est retrouvée par terre en état de choc. Il faut faire quelque chose, je n'en peux plus, je dois m'occuper de ma fille. Oui.
Là-bas, sans trop s'en rappeler, elle a récupéré un couteau que sa mère lui avait donné à son mariage. Il est dans son sac à main. Elle dit « Docteur, vous ne m'entendez pas. » Il demande « Pourquoi avez-vous fait ce choix? » « Je n'ai fait aucun choix, c'est mon mari qui m'a quittée. » Mais nous faisons tous des choix inconscients. Vous suggérez que je l'ai poussé vers la porte? Je ne suggère rien, c'est vous qui le dites. La répartie du docteur, sorte de piège pernicieux, la laisse justement sans choix, malgré ce qu'il tente de lui faire croire. Quand bien même elle cherche des solutions pour sortir de son accablement, il la décrédibilise, l'accule au silence, en la médicamentant, le choix passif plutôt qu'actif ici. Soyez gentille, recommencez le traitement. Or, le roman de Julia Deck pose une question que Delvaux aborde aussi dans son essai Femmes psychiatrisées, femmes rebelles, à savoir, si on cherche à faire taire les femmes folles, qu'arrive-t-il lorsque ces corps chosifiés se mettent à parler, à agir, comme c'est le cas de Viviane qui soudain se redresse, se révolte. Tout à coup, vous redevenez très calme. Le docteur a trouvé le mot juste. Gentille. Vous ne le serez plus jamais. Vous sortez le couteau du sac, vous vous levez, avancez d'un pas. Vous plongez la lame juste en dessous de la dernière côte, l'y trempant jusqu'à la garde. Les viscères ont la mollesse du beurre. Il n'y a pas que Viviane qui s'emballe, la narration aussi. Le piège ne fait que condamner Viviane de plus en plus. Elle est interrogée au commissariat par des enquêteurs qui sont presque des copies conformes du docteur, reconduisant l'aliénation de la femme. « Comment ça va, ma petite Madame Herman? Ce n'est pas la bonne tactique, Madame Herman, de jouer les imbéciles avec moi. Certes, je pourrais imaginer, vu que vous passiez votre vie chez ces médecins, que vous êtes complètement cinglé. » Focalisée sur Viviane, a priori, la narration est en crise, elle s'agite, adopte une cascade de points de vue. D'abord, vous êtes Viviane, ensuite elle, puis je, puis tu, puis nous le devenons aussi. Ces changements de pronoms de chapitre en chapitre ne sont pas que des effets stylistiques, ils annoncent à partir d'où nous regardons Viviane. De l'extérieur, de l'intérieur, avec une distance neutre, froide, une distance critique. Viviane, pense à ta carrière. Viviane, reprends ta place. De la place, il y en a pour tout le monde. Or, tu as la tienne et tu vas la défendre. Ou encore depuis quelque chose comme une collectivité. La sororité du nous, grâce à laquelle Viviane est un peu à l'image de toutes les femmes. Série de déplacements narratifs qui rendent instable et pluriel le regard posé sur les faits de la fiction. On pourrait certainement voir là une forme éclatée qui épouserait le caractère erratique du personnage et son intériorité trouble, fractionnée. Une forme médicale qui épouserait le diagnostic, encore une fois aliénant, reçu lorsqu'elle est hospitalisée à la fin du roman, ou d'ailleurs elle confesse son crime. Il y a des incohérences dans son récit, note l'enquêteur. Tous la traitent comme une personne souffrant de maladie mentale. Vous n'êtes pas meurtrière, vous n'êtes que folle. Le psychanalyste a pourtant bel et bien été tué, mais pas par elle, lui apprend-on, par un autre patient du docteur. L'expertise judiciaire confirme, la police confirme, les journaux confirment, l'hôpital confirme la folie de Viviane, tout autant d'autorités dont la narration va adopter la vision. Viviane a découvert le cadavre de son psychanalyste en se présentant à sa consultation, et ne sachant comment gérer cet événement, elle a effectué une sorte de transfert. Ce n'est pas elle qui a planté le couteau. La narration nous aurait donné accès à ce transfert, à une déviation de l'esprit. Voilà ce que dit la fin du roman. Permettez-moi d'en douter, et permettez-moi de croire que la narration en doute aussi, configurée ainsi pour laisser poindre le doute et mettre à mal sa propre autorité. Je voudrais dire la narratrice, le narrateur ou la voix narrative, mais pour moi ce n'est pas une voix, ni plusieurs voix, c'est presque un vent. Ou plutôt un jouet projeté par le vent, qui suit la direction du vent. Comme lorsque Viviane s'exprime ainsi. Je ravale ma honte, mais en vérité je n'ai plus d'orgueil. Je suis le jouet des circonstances, et j'ai décidé de ne pas résister, de prendre le sens du vent. Et puis c'est vrai qu'elle ne résiste pas, puisqu'elle est, jusqu'à la fin, chosifiée par les figures et les discours d'autorité masculine qui manient le vent.
On ne croit pas qu'une telle violence puisse être commise par une femme. Pour l'homme, pour l'inspecteur, la femme ne peut qu'être irréprochable. Comment aurait-elle pu laisser son enfant seul dans l'appartement pour commettre ce meurtre? Alors, à la fin du roman, la narration adopte ce point de vue et répare en conséquence la trame de l'action. Vous étiez avec votre fille, que vous n'alliez tout de même pas laisser sans surveillance à 12 semaines. En somme, une police règne dans le récit qui intercepte ce qui remue et lui fait réintégrer les rangs. Vous êtes Viviane lorsqu'elle tue son psychanalyste. Vous êtes encore Viviane lorsqu'elle se fait annoncer qu'elle ne l'a pas tué, qu'on lui dit qu'elle est guérie de sa folie et qu'on lui permet de quitter l'hôpital pour qu'elle reprenne le droit chemin, le rôle qu'on attend d'elle, celui de mère sans histoire, réglé par la nécessité. À côté de cette réalité, pour pallier la banalité qui les accapare, il ne reste aux femmes qu'à s'inventer une autre vie. C'est ce que décide l'expertise judiciaire et médicale, relayée par les spéculations au « vous » de la narration. Or, on constatera que la plupart des chapitres au « je » ne prennent pas exactement la même tangente et laissent transparaître un profil de femme plus rebelle qui n'a que faire de la conformité. Par exemple, Viviane prend en filature la veuve du psychanalyste et essaie de lui soutirer de l'argent. Puis elle surprend un des patients du docteur, un petit mécréant soupçonné à tort par les policiers, en s'invitant chez lui pour une séance de sexe, avant que ça ne chavire en scène violente dans laquelle elle se défend férocement. J'indique ici que Viviane est, au jeu, la propre cause des événements, agissante, voire provocante. J'ai longtemps pensé, à force d'en parler de ce livre, que la narration était retorse, mais elle est moins manipulatrice que critique. Critique qu'il faut savoir relever par son manque de résistance, dans sa façon d'épouser le discours qui nous dérange, sa façon de se laisser gouverner, de croire comme vrai ce qu'une autorité nous dit être vrai. Or, ce n'est pas parce que d'un point de vue cela est vrai qu'il faut, d'un autre point de vue, être dupe. Et c'est, il me semble, dans le doute organisé par les inconstances dans le récit, que se loge le signal de son propre procès par la narration. Signal pour une lecture insoumise, ne pas croire comme vrai ce qu'une autorité, ici narrative, nous dit être vrai. Je poursuis avec l'exemple du roman « C'est moi » de Marion Guillot, paru chez Minuit en 2018. C'est un roman d'abord qui se présente de manière moins complexe et puis je dirais que le ressort narratif est plus frontal, donc il laisse moins place à des ambiguïtés. N'empêche que la lecture de ce roman sous l'angle d'un effet police m'apparaît plus satisfaisante quant à la riposte qui s'y déroule, surtout quand on le lit à la suite du roman de Deck, puisque là où Julia Deck hésite, Marion Guillot tranche. Déjà, on devrait s'arrêter au titre, mais on ne le fait pas d'emblée. On le fait plus tard, à la moitié du livre, quand on comprend que c'est d'un aveu qu'il s'agit. Un aveu sans gants blancs. Et oui, je suis coupable, c'est moi. Au départ, la narratrice nous annonce que Charline est mort, étranglée par une corde. Les gens y reconnaissent un suicide. Petit à petit, elle nous présente le quotidien avec Charline. Son ton est clair, entre eux deux, ce n'était pas la joie. Or, Charline n'est pas son partenaire de vie, mais l'ami de ce dernier, qui fait irruption à tout moment dans le petit appartement pour boire de la bière et manger sur son bras. Je cite. Tristan ne voyait pas tellement le problème, il disait que ça l'occupait de voir Charline, et il reconnaissait même en lui un véritable soutien moral dans son combat contre le chômage. De mon côté, sans m'attarder sur ce mot de combat, ni m'engager sur le terrain glissant de la morale, j'avais vite remis en cause le caractère réconfortant de toute leur carcasse de bière, les bienfaits de leur plaisanterie potache, et j'en voyais, moi, un de problème, surtout que j'avais l'impression de déranger. De mon point de vue, au moins, du sien ces derniers temps, je n'arrivais pas à savoir grand-chose, à force de se rapprocher de Charline, d'accepter sa présence chez nous, éventuellement de l'imposer tout en me faisant les yeux doux, Tristan, peu à peu, s'éloignait de moi.
Or, un beau jour, Tristan infléchit le cours des choses contre toute attente. Comme cadeau surprise pour sa douce moitié, il lui fait installer sur presque tout le mur de la chambre-salon un immense cadre de bois à l'intérieur duquel se trouve une photographie d'elle seins nus. Photographie si imposante que tous les voisins d'en face et les passants peuvent la voir par la fenêtre, mais surtout que Charlene a le loisir de zioter chaque fois qu'il vient, c'est-à-dire tous les jours. D'où qu'on se place, en fin de compte, à l'exclusion d'une partie du couloir, de la salle de bain et des toilettes, il était impossible de fuir, l'image nous observait. Pas question qu'il fasse l'amour non plus, je cite, car à deviner un autre regard planer sur nous, un regard qui certes était le mien sans que je m'y reconnaisse pleinement, j'aurais eu, également gênant, soit le sentiment de nous voir en train de faire l'amour, soit celui de le faire avec moi-même. On peut dire en fin de compte qu'à compter du moment où ce portrait apparaît en tant que regard surplombant le regard, comme chez Viel, le point de vue lui-même mais vu de plus haut, la narratrice voit clair, comme si elle bénéficiait tout à coup d'une extension du regard. Un peu plus tard, une scène en apparence anecdotique vient appuyer cette prise de conscience. La narratrice, errant dans les rues avant de rentrer chez elle, s'arrête pour observer à travers une vitre deux vendeuses qui, par des gestes mécaniques, rhabillent un mannequin. Sur le fond de la robe bleue à pois qu'elle a enfilée le matin et qu'elle voit en reflet par la vitre. Comment ne pas interpréter dans ce reflet le sentiment d'être manipulé par une mécanique aliénante qu'il lui faut rapidement renverser. Un soir où Charlene est vulgaire en parlant de sa photo, et Tristan nonchalant, son miroir lui dicte de se débarrasser de Charlene. On remarque encore une fois que c'est du point de vue d'un double d'elle-même qu'elle obtient les impulsions qu'il lui faut pour agir. Elle s'invite chez Charlene, lui a préparé des mensonges, de la benzodiazépine en poudre pour sommeiller et une corde pour le cou. Pas question de le laisser placer un mot. Je ne voulais plus l'entendre du tout. Le laisser parler ou lui poser une question lui aurait donné encore plus de place, la maîtrise de l'échange et donc de la situation. Elle exécute son plan. Il n'y a pas de surprise. Tout se passe comme escompté. Ce n'est pas la surprise qui mène l'intrigue de ce roman, mais la curiosité. Car le plus étrange et percutant de l'effet police survient dans les 2 derniers chapitres après le meurtre, lorsque, lucide quant au raté de son crime, la narratrice prémédite la suite. Cette affaire ne pouvait finir qu'entre des mains de flics, puisque les flics qui fouinent partout comme les médecins ne sont pas du genre à se faire avoir, qu'on peut duper le monde entier, mais pas la médecine ni la police. Du coup, elle décide d'organiser sa propre arrestation. Se rendre chez les flics le surlendemain, passer un accord, une promesse, signer avec eux une entente, qu'ils la laissent libre jusqu'au jour des obsèques de Charlene, qu'à condition qu'elle se présente 3 fois par jour à leur bureau d'ici là, elle puisse avoir un temps avec Tristan pour savourer l'événement, c'est-à-dire enfin l'absence de Charlene. Ils acceptent, la suivent de temps à autre en civil, surveillance discrète, puis aux obsèques, après quoi ils prononcent la dernière réplique du roman, la seule véritable réplique qu'elle leur délègue. « Mademoiselle, maintenant il va falloir nous suivre. » Notez l'impératif avec le verbe « falloir ». L'entièreté du roman ne nous donne accès qu'à sa perspective à elle, c'est moi. Mais, à tout prendre, on accède à la vue d'ensemble, je cite, « La boucle, en quelque sorte, me paraissait bouclée. J'estimais avoir non seulement pris ma revanche, mais fait le tour de je ne sais quoi, mais le tour, de moi-même peut-être après tout, et sans trop savoir ce qui précisément recommençait, j'avais l'impression rassurante de me connaître un peu mieux, d'avoir donné de ma personne la totalité de ma personne. J'avais le sentiment d'avoir accompli mon devoir, une bonne action. » Ce revirement moral où une femme qui tue nuisance se sent accomplie grâce à sa bonne action crée forcément une brèche dans l'ordre symbolique des choses. Ce roman parle d'une libération paradoxale. Cette libération, c'est moi qui donne la mort. Presque écrit en ces mots à la page 61. Cette libération, c'est celle de Viviane Elisabeth Fauville quand elle plante son couteau dans les entrailles du docteur, enfin. Cette libération, c'est non seulement la prise en charge de sa propre destinée, mais l'activation de son inconduite, je dirais même la célébration de sa faute. Oui, certes, la dernière phrase de « c'est moi »
semble nous indiquer qu'il faudra continuer à suivre la police de la pensée. C'est ainsi, la loi et l'ordre dominent quoi que nous fassions. Mais je préfère insister sur le fait que ce n'est pas intéressant, ça, aux yeux de la narratrice. Que c'est même tellement évident que ça ne mérite pas qu'on y dépense des mots. Le roman se finit là. La résistance est narrative, la narration s'éteint. Faisons-les taire, pas question de suivre les policiers. On aura peut-être perçu le conflit des autorités dans ces deux brèves analyses, conflit qui place la narration en réaction face aux autorités dominantes qui formatent ou écrasent l'agir des personnages féminins, dans les deux exemples retenus, ou bien la narration intente le procès de sa propre autorité, ou bien elle conteste l'ordre des choses en imposant un renversement de la domination. Dans les deux cas, elle s'organise au nom d'une attitude critique qui consiste à ne pas se laisser tellement gouverner. L'autorité qui fait la loi instaure un ordre, incarne le pouvoir dans les romans qui ont attiré mon attention jusqu'ici dans mes recherches et ce, incluant les deux qu'on vient de parcourir, est le plus souvent suggéré par son idéologie dominante, représenté par son statut privilégié dans la société, son expertise ou sa supériorité imposée, qu'elle soit policière, politique, judiciaire, médicale, médiatique, masculine. Elle brime des valeurs, des libertés et même des identités. Il est intéressant de voir toutefois à quel point elle peut être démentie ou encore dépossédée de ses privilèges lorsque son pouvoir se frappe dans les textes à un adversaire majeur en l'autorité narrative, laquelle dans la littérature détient le plus souvent, par sa simple priorité fondamentale, le privilège de la parole. Pour qu'une autre autorité se manifeste dans le texte, en l'occurrence, il faut d'abord un récit, un langage, une mise en forme qui lui accorde une place. Ainsi, la narration peut accorder ou désaccorder cette place, lui donner tort. Une narration peut omettre, évincer, faire taire. Une narration peut dévoiler, dissimuler, donner une vue d'ensemble ou porter son attention sur un seul point au détriment du reste. Une narration délègue ou reprend la parole, par discours direct, indirect libre. Quoi qu'on en pense, elle a toujours le dernier mot. Je n'ai encore raconté à personne la fois où, sur l'autoroute 40, roulant tranquillement vers la conclusion, j'ai dû me ranger sur l'accotement en panne d'essence. Comble de malchance, une autopatrouille passait par là et elle s'est arrêtée. Alors, je profite de cet intermède pour basculer littéralement à la seconde idée, veiller sûr. Jusqu'ici, dans mes recherches et dans mon enseignement, j'ai mis un soin à ne pas superposer ces deux approches de la police en littérature. Donc, par exemple, j'ai enseigné la condition policière dans un séminaire à l'automne dernier, où on a traqué l'effet police dans les textes de fiction, puis écrit à partir d'expériences de surveillance provoquées. Le traitement de la narration était au centre de la réflexion. Différemment, je donne aussi un séminaire de maîtrise, Fabriquer la preuve, dans lequel on interroge les tensions entre la littérature et le domaine judiciaire, puis on mène un travail d'écriture d'enquête documentaire sur des cas judiciarisables survenus, des faits divers, des drames personnels, collectifs, sociaux, événements politiques, etc. C'est pas pour rien qu'un peu plus tôt, je faisais référence aux démarches de François Blais dans un livre sur Mélanie Cabé, d'Emmanuel Carrère dans L'Adversaire, de Maggie Nielsen dans The Red Parts ou de Marguerite Duras pour l'affaire Grégory Villemin, qui tentent chacun d'éclairer des dimensions du crime que le domaine du droit pousse dans l'ombre. Cette fois, c'est la responsabilité de l'auteur qui est centrale. Comment, là où l'enquête et le procès défaillent, là où l'enquête et le procès se révèlent insatisfaisants, la littérature répond présente. Les enjeux des deux approches ne sont pas les mêmes, donc, et la prise en charge éthique n'est pas la même non plus. Mais on est encore dans la littérature, et encore dans ce qu'on prend de la police. Peut-être que cette fois, c'est plus flagrant qu'on interroge un rapport à la vérité. Quelle autorité dit vrai? Doit-on se laisser gouverner par la vérité des autorités? D'ailleurs, on est encore dans une tension entre pouvoir et savoir, dans l'attitude critique. En somme, je crois que j'ai voulu profiter de cette conférence pour mieux comprendre, en fait, pour moi-même, comment se fait-il que, depuis des années, je sépare ces deux approches, sous prétexte que les objets littéraires ne s'inscrivent pas sous le même régime.
alors qu'elles répondent d'une méfiance similaire à l'autorité, susceptible, en vertu de ses lois et des privilèges qu'elle retire de l'ordre existant, comme l'exprimait Rigouste, de suspecter, voire de condamner sans réserve, et surtout de regarder au mauvais endroit. C'est pourquoi il me semble, en 2005, à côté du procès qu'on prépare aux nouvelles accusées dans l'affaire non résolue des meurtres de jeunes femmes au Michigan commis à la fin des années 1960, Maggie Nelson épluche la honte. Même si elles sont du même sang, Jane Mixer, sa tante, reste une inconnue pour Nelson. L'histoire de son assassinat a beau avoir affecté la vie de Nelson, elle a l'impression qu'il ne lui appartient pas de la raconter. À quoi tient cette honte? À un angle mort. Nelson écrit « Peut-être à ce que pendant toutes ces années au sujet de ce crime, personne ne semble en avoir éprouvé. » Je parle de la honte ici. Marguerite Duras écrit « Sublime, forcément sublime, Christine V, du point de vue de la rumeur. » L'affaire Grégory Villemin a été celle de tous les dérapages juridiques et médiatiques. Encore aujourd'hui, la lumière n'est pas faite sur le meurtre de cet enfant qui a eu lieu en 1984. Au courant de l'enquête, il s'en est dit des choses dans la cité. On a bien imaginé la mère coupable, qui a plus tard été acquittée. Duras a ajouté sa parole outrancière au procès public, donnant par la littérature une voix à la rumeur, donnant une saveur aigre à l'existence de cette femme, ces femmes. Regardez bien autour de vous. Quand les femmes sont comme celle-ci, inattentives, oublieuses de leurs enfants, c'est qu'elles vivent dans la loi de l'homme, qu'elles chassent des images, que toute leur force, elles s'en servent pour ne pas voir, survivre. C'est difficile de quitter une histoire, de la laisser tomber, mais rester avec la même histoire finirait par en être comme d'un mauvais sort qui régnerait sur toute la jeunesse depuis le sortir de l'enfance jusqu'à ce jour de meurtre. Cette femme des collines nues, dit-on, aurait trouvé comment défaire en une fois, en une minute, la totalité du bâtiment de sa vie. On le dit. Ce n'est pas sûr. On peut imaginer la chose dans son principe. Dans son fait, on ne peut pas. C'est rigoureusement impossible. Qu'est-ce que la justice va dire du sort de la femme? La justice paraît insuffisante, conclut Duras. Lointaine, inutile même. Elle devient superfétatoire du moment qu'elle est rendue. Pourquoi la rendre? Elle cache. Plus que le secret, elle cache. Elle cache l'horizon du crime et, disons le mot, son esprit. Le mouvement de l'intelligence défait l'ordre judiciaire. Le mouvement de l'intelligence défait l'ordre judiciaire. Le point de vue, mais vu de plus haut, défait le point de vue lui-même. La honte, la rumeur en tant que point de vue, c'est indirectement sur ces types de vérités, ces champs de savoir particuliers, que se penche Nicolas Thirion, professeur à la faculté de droit de l'Université de Liège, lorsqu'en étudiant la démarche d'Emmanuel Carrère et l'affaire Jean-Claude Roman, il affirme que le discours du droit prétend dire la vérité sur les faits et les motivations de l'accusé. Mais quelle vérité? Si ce n'est la vérité judiciaire, dont on sait qu'elle est circonscrite par la procédure, les règles, les preuves, l'objet même du procès qu'il a fait advenir. La vérité qui intéresse Emmanuel Carrère, c'est celle placée dans l'angle mort de la justice. Comprendre et regarder en face, la part de sidération face au vacillement de la réalité. Jean-Claude Roman a menti sur son statut de médecin à toute sa famille pendant 18 ans. Il n'était pas médecin, il ne passait pas ses journées à travailler, mais dans le vide immense de sa voiture garée près d'une forêt. Il a menti à tous ses proches. Lorsque ce mensonge n'a plus tenu, il les a toutes et tous assassinés. L'adversaire est un livre qui porte sur l'incompréhension d'Emmanuel Carrère sur ce vide. Ce qu'il voulait vraiment savoir, c'est ce qui se passait dans la tête de Jean-Claude Roman durant ces années qu'il était supposé passer au bureau, ce qu'il ressentait dans sa voiture, s'il ressentait quelque chose ou rien du tout. N'y a-t-il pas, insiste Nicolas Thirion, une vérité de la fiction, du récit littéraire? Cette vérité-là n'est-elle pas en mesure de rendre mieux compte que d'autres types de discours, juridiques, journalistiques, historiographiques, d'éléments que ces derniers n'appréhendent que malaisément, sentiments, arrière-pensées, rêveries? Jean-Claude Roman est un assassin. La vérité judiciaire ainsi délimitée ne nous dit rien, ou pratiquement rien,
au-delà des aveux de Jean-Claude Roman, intervenu très tôt dans l'enquête. Elle est d'une concision et d'une sécheresse sans commune mesure, avec l'épais mystère entourant l'acte jugé. Ce que la vérité du droit n'a pu saisir, celle de l'art s'efforce de s'en emparer. On sait quelle vérité cherche à capturer la body camera commercialisée par Axon International. Cette caméra censée raconter de full story. Mais depuis quel point de vue? Depuis l'œil du policier, de God's Eye. Dans le documentaire All Light Everywhere, on apprend que les captures prises par la body camera sont archivées, afin de servir de preuve lors de procès impliquant des policiers ayant intervenu dans des scènes musclées. Qu'on sache ce qui s'est réellement passé dans l'œil du policier. D'ailleurs, si le policier veut se rafraîchir la mémoire sur ce qu'il a vu, il a le loisir, apprend-on, de revisionner la scène captée par son œil, et ce, avant de rendre son rapport et son témoignage au tribunal. Ainsi, s'il a vraiment vu ou posé un acte que la caméra n'a pas capté, ce fait demeurera hors du cadre du récit, car c'est la caméra qui raconte the full story. Je terminerai en postulant que c'est là où mon projet entre en jeu. L'idée n'est pas forcément d'offrir le récit complet, ou encore le récit vrai, mais à tout le moins de procéder à un déplacement. Le déplacement du point de vue, hors du cadre. J'aime à penser que ça revient à croire comme Nathalie Quintane que si la littérature ne peut pas être utile à la société au même titre qu'une petite cuillère, voire au même titre que l'arrestation d'un criminel ou encore la tenue d'un procès, elle n'est pas inutile non plus puisqu'elle est supérieurement utile. Supérieurement utile, encore plus haut que le haut de la grande tour. Parlant de déplacement, avec son bidon d'essence, la police s'est approchée de moi. Je me souviens d'avoir ressenti un mélange d'agacement et de peur. Agacement d'être aidé par une police et de devoir admettre sa bienveillance. Et peur qu'elle découvre mon crime s'il fallait qu'en plus de remplir mon réservoir, elle inspecte ma voiture. Car c'est dans le coffre que j'avais caché la brouette. Voilà.